Du Home News Abroad, un beau dimanche du mois de juillet au Cameroun. Dans ces nouvelles du Cameroun à l'étranger, le court séjour présidentiel transformé en long séjour inquiétant. Déjà 49 jours passés par le président Paul Biya hors du Cameroun et l'actualité s'invite au cœur du débat sur l'étendue du territoire national et d'ailleurs comme sujet majeur. Ce séjour prolongé du président oriente-t-il les Camerounais vers la piste d'une vacance non dite au sommet de l'État? La question reste posée un peu partout. Et pour nous, l'objectif ici est d'interroger les implications constitutionnelles, institutionnelles et politiques de l'absence prolongée du chef de l'État du territoire national. Il s'agit de comprendre si nous sommes en face d'une simple mission à l'étranger ou alors à un début d'une vacance de fait du pouvoir et d'évaluer la capacité des institutions à assurer la continuité de l'État. Parlant d'État, c'est un truisme de rappeler la fin imminente des opérations du 4e recensement général des populations et de l'habitat, couplé au recensement de l'agriculture et de l'élevage. À quelques jours de la fermeture, le MINAT appelle les sous-préfets au secours. Alors que la question se pose, évidemment, de comprendre si ce cri sera entendu, nous trouvons utile le temps d'un débat d'évaluer les raisons de la mobilisation du MINAT auprès des sous-préfets et surtout, éventuellement, mesurer l'état d'avancement des préparatifs, non sans identifier les blocages du terrain et analyser si cette alerte administrative suffira à garantir un recensement crédible, exhaustif et accepté par les populations du Cameroun. Avec accent aussi, nous parlerons de l'école, en l'occurrence des fermetures des écoles qui marquent l'actualité. Nous ferons une sorte d'incursion pour comprendre les mécanismes de ces fermetures et réouvertures d'écoles à l'éducation de base et même à l'enseignement secondaire. Pourquoi cela? Pourquoi un phénomène répétitif? De toutes les façons, vous ne perdez rien à attendre, madame, messieurs. Installez-vous confortablement. Bienvenue à Accent 237. C'est le débat des esprits libres sur Balafon Télévision. En plateau avec nous, comme chaque dimanche, ce soir, le président du PC-PDC, Dieudonné Tédissé. Bonsoir. Bonsoir, Raoul. Good evening to all of you. Thank you for hosting me this evening. It's a privilege coming to this important channel, and I hope we're going to help Cameroon understanding the topic on debate. Thank you so much. Je voudrais, pour cette prise de parole, saluer les populations de tout le Cameroun. Et leur dit qu'il faut rester éveillé. Il faut rester éveillé. Alors pourquoi? Vous demandez qu'on soit éveillé, c'est pourquoi? Si vous voulez rapidement parler avant qu'on entre dans le sujet du prolongement du séjour du chef de l'État, de toutes les façons, vous allez répondre plus tard. Non, en fait, quand je dis de rester éveillé, c'est parce que nous sommes bombardés à longueur de journée par la distraction de certaines personnes dans les réseaux sociaux. Pourtant, les Camerounais attendent des solutions concrètes aux problèmes quotidiens. Merci, Dieudonné Tédissé. Et justement, président d'un parti politique, un autre parti politique évidemment de l'opposition au Cameroun, Samuel Andy, vous êtes communicant du PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Bonsoir Samuel Andy. Bonsoir, bonsoir Raoul, bonsoir aux co-panélistes que vous aurez le temps de présenter. Bonsoir aux Camerounais qui nous suivent et je pense que les sujets que vous avez évoqués auront certainement des pistes de réponse pour leur compréhension. Et surtout, vous savez, le Cameroun traverse l'un des moments les plus difficiles de son histoire avec l'âge, le grand âge de notre président et avec, on sait tous... Alors, le grand âge, on n'oublie pas le contexte. On sait quand même qu'en Afrique, l'âge représente la sagesse. Oui, ça représente la sagesse, mais son grand âge, quand on est arrivé à cet âge, on peut se reposer à tout moment. Et quand je parle du repos, ça veut dire qu'on peut être appelé à aller de l'autre côté à tout moment. Bon, de toutes les façons, c'est pas ce que nous souhaitons. C'est pas un souhait, je dis juste que nous traversons ce moment difficile parce que c'est un moment, comment je vais dire, se camoufler, n'est-ce pas, cache derrière des appétits des uns et des autres qui effectivement mettent en mal depuis quelques années notre pays. On aura le temps d'en parler. Et sur ce plateau également, il est communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Dr Basile Etogo. Bonsoir, vous êtes d'ailleurs un habitué de ce plateau, comme tout le monde d'ailleurs ici. Basile Etogo, bonsoir encore. Bonsoir Harold.
Bonsoir à tous les copanélistes. Merci pour l'honneur que vous me faites à chaque fois que le besoin s'y prête de me convier. Vos thématiques sont tellement alléchantes que... Et d'ailleurs, quelqu'un a appelé ce plateau, le docteur Martial Neufeman, qui parlait de ce plateau comme une sorte de messe réflexionnelle. Le café. Je confirme cette assertion. Vos plateaux et vos thématiques sont toujours alléchantes, au point où j'aime à me présenter ici. J'aime à prendre part aux débats qui sont faits chaque dimanche. Et cela est à votre honneur, au regard de la qualité, de la pertinence avec laquelle vous modérez le plateau. Merci, si vous le dites, merci. En qualité de jeune journaliste de votre trempe, je voudrais vous féliciter aussi le top management de médias, Balafon Média, pour la qualité de l'environnement de travail. Ça galvanise chacun à se trouver dans des situations aussi agréable. Oui. Et surtout militer pour l'excellence. Tout à fait. C'est d'ailleurs, on va le dire, le leitmotiv de Balafon, avec l'esprit Balafon et du top management, M. Cyril Bojiko, à qui nous passons le bonsoir, lui qui est d'ailleurs devant son petit écran. Et justement, pour ouvrir ce débat, en rappelant bien entendu que sur ce plateau va certainement nous rejoindre dans un instant le docteur Yambé Ntimba, qui est économiste, et puis homme politique également. Nous parlions justement de ce fait d'actualité. En l'occurrence, la fermeture annoncée, notamment de l'opération de recensement, le 4e recensement général des populations et de l'habitat, couplé au recensement de l'agriculture et de l'élevage. À quelques jours donc de cette fin, on note sur l'étendue du territoire cet appel du MINAT, justement qui instruit au sous-préfet de faire courir notamment ces mécanismes et justement d'ajuster, on va le dire, les angles de tir pour essayer de rattraper les retards si jamais on en trouve. Et d'ailleurs, dans la plupart des circonscriptions administratives, on voit ces sous-préfets sur le terrain. C'était d'ailleurs le cas du côté du Mongo, dans l'arrondissement de Mélon plus exactement, où le sous-préfet Alain Biko a d'ailleurs convoqué une réunion d'urgence avec son état-major et les agents recenseurs. Suivez plutôt la quintessence de cette réunion et surtout cet appel à mobilisation avant la fermeture. Ce 22 juillet 2026, agents recenseurs, chefs traditionnels, ministres de culte, représentants des commerçants, entre autres représentants des corps de métier sont réunis autour du sous-préfet Alain Biko Biko. L'objectif de cette réunion: il était question de l'exécution des directives de M. le ministre de l'administration territoriale. Dans son message porté du 17 juillet 2026, instruisant les autorités administratives à booster davantage les opérations de recensement dans les unités administratives. C'est la raison pour laquelle nous avons jugé opportun de réunir toutes les composantes de l'arrondissement de Melon afin que nous puissions trouver des solutions pour inverser la tendance que nous observons actuellement. Pendant les 10 travaux tenus à la salle des conférences de la sous-préfecture, le rapport global de ce recensement présenté par le superviseur affiche moins de 65%. On a eu beaucoup de problèmes, donc nous nous excusons du problème financier qui a vraiment perturbé les travaux. Et nous inscrivons formellement, notamment des agents recenseurs. Maintenant, il nous reste une dizaine de jours pour achever le travail. Et globalement, nous sommes, par rapport à l'identification, nous sommes à 64 000 personnes identifiées. Et en termes de développement, seulement 41 000. Donc il y a encore 23 000 personnes à couvrir. Donc nous sommes à 64% de taux de couverture. Un pourcentage qui inquiète l'autorité administrative qui a voulu comprendre de la bouche des agents recenseurs pourquoi ça coince. Nous avons fini la formation, il était question qu'on devait avoir les frais de subsistance pour être sur le terrain. Moi personnellement, je n'ai rien reçu, mais je me suis donné corps et âme pour finir la phase d'identification et de numérotation, chose qui a été faite. Entre le retard de paiement des décades des agents et la non-implication de certains chefs de quartiers et villages, la commission de suivi a rapidement décelé des zones rouges, à l'instar des ZD 002, ZD 006, ZD 708, 709, 710, entre autres, présentant un taux de couverture de moins de 50%. Il n'en fallait pas plus pour déclencher une descente sur le terrain du sous-préfet, question de faire fléchir la barre des réfractaires à cette opération. Et effectivement, à l'issue de cette descente, nous sommes satisfaits
parce que nous avons pu infléchir la tendance qui a été présentée. Notons que le recensement général de la population et l'habitat, couplé au recensement général de l'agriculture et l'élevage démarré il y a 4 mois, s'achève sur l'étendue du territoire dans 9 jours. Et Mélon vise la barre des 100%. Alors lorsqu'on parle de Mélon, on parle bien évidemment de la plupart des arrondissements du Cameroun où l'on a noté une forte mobilisation tout au long de cette semaine. Et justement, nous revenons sur le plateau pour ouvrir ce débat, cet élément nous servant effectivement de prétexte. Alors, Dr Yambé Ntimba qui nous a retrouvés sur ce plateau. Alors, pourquoi le MINAT a-t-il jugé véritablement utile de sonner cette alerte? Est-ce qu'on peut se dire que quelque part il y avait quelques éléments qui montraient une sorte de dysfonctionnement? Je ne voudrais plus revenir sur ces absences de paiement de ces décartes, de ces décartes des agents recenseurs. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Le simple fait que le MINAT s'en mêle montre que les dysfonctionnements sont graves et que l'opération n'est ni bien. Allô? Je crois que là... nous avons... je crois que c'est bon, je crois. Alors, donc, je vous disais que l'implication du MINAT montre que l'opération, manifestement, n'est ni bien conçue, ni bien menée. Mais un recensement, c'est pas de la magie. Hein? Il n'y a rien de magique là-dedans. C'est un inventaire. Vraiment, en matière de management, ça s'appelle faire un inventaire. Il y a quoi? Qu'est-ce que nous avons? C'est comme ça que ça se passe. Peut-être que le mot, il est long et il donne l'impression qu'il est extraordinaire. Mais ça veut dire faire un inventaire, c'est compter les choses que nous avons. C'est ça que ça veut dire. Mais si vous décidez de compter les choses que vous avez dans un environnement dynamique où les gens, tout ce qu'il y a comme, si vous voulez, choses, ou si vous voulez, ce que vous devez compter est en mouvement permanent, mais vous avez du mal à le compter. Et il y a des solutions que des Camerounais ont proposées il y a très longtemps qui nous auraient évité ça. C'est quoi ces solutions? J'y arrive. La première chose, c'est que quand on organise un recensement, ce recensement-là, on dit un recensement général, mais le recensement ne doit pas être quelque chose qui arrive. Le dernier a eu lieu quand? Il y a 21 ans. C'est en 2005. Il y a 21 ans. 2005, oui. Bon, alors, si vous faites un recensement tous les 21 ans, ça veut dire que vous avez des générations entières qui passent sous le radar et qui ne sont pas prises en compte dans les politiques publiques. Ça veut dire que tous les gamins qui sont nés en 2005, on ne les connaît pas. C'est-à-dire que, puisqu'on ne sait pas qu'ils existent, on a probablement un taux de croissance démographique, mais le taux de croissance démographique, c'est quelque chose qui se met à jour régulièrement. Donc, comment vous êtes dans un pays comme celui-ci à organiser un recensement 21 ans après et à ne même pas être capable de l'organiser correctement, alors que vous avez un institut national de statistique, l'INS. Mais le problème que vous avez, c'est que vous ne formez pas les démographes. Mais comment vous le dites? Dans nos universités, il y en a quand même, Dr Yambé Ntimba. Si nous allons à l'université... Vous avez étudié dans quelle université? Il y a l'IFORD quand même qui gère ces questions-là. Vous avez étudié dans quelle université? À l'université d'Ola, bien entendu. Attendez, allons pas à pas. C'est notre pays. Allons pas à pas. C'est notre pays, oui. C'est notre pays. Vous avez une faculté des lettres là-bas. Oui. Un département de géographie. Tout à fait. Vous avez une filière de démographie là-bas. L'IFORD, c'est une école qui forme. Nous sommes à l'université de Douala. Est-ce que vous avez une filière de démographie là-bas? L'IFORD relève de l'université Yaoundé 2. Tout à fait. C'est un institut qui existe, mais combien de gens sont formés à l'IFORD? Combien? Normalement, dans chaque département de géographie, vous devriez avoir cette formation en démographie. Si vous n'avez pas de filière de géographie, vous devriez avoir ça dans un département d'économie. Vous comprenez? Donc, le problème que nous avons dans notre pays, c'est que nous sommes là à nous plaindre comme des gamins. C'est-à-dire que ce pays est agaçant. Vous voulez faire un recensement, vous n'avez pas les experts pour le faire. Vous prenez les informaticiens, vous prenez les administrateurs civils, le ministre de l'administration territoriale, au lieu d'envoyer des sous-préfets. Qu'est-ce que tous ces gens qu'on a mobilisés connaissent de ce qu'on appelle la démographie? Il faut qu'au Cameroun, on soit sérieux. Vous comprenez? Est-ce que ici, M. Elo, vous êtes assis là, vous êtes journaliste, n'est-ce pas? Oui. Vous pensez que la maquilleuse peut venir animer cette émission? Chacun son rôle. Pourquoi dans notre pays? Pourquoi pour gérer le pays, c'est pas chacun son rôle?
Mais les histoires qui concernent la démographie, il y a des experts formés pour ça. Qu'est-ce que les administrateurs civils viennent chercher là-dedans? Et en plus, qui vient vous dire, nous sommes venus infléchir. C'est-à-dire qu'en fait, les gars appliquent la seule chose qu'ils savent faire, la répression néocoloniale. Même pour compter vos citoyens, vos concitoyens, vous devez appliquer ça. Vous devez venir menacer les gens. Non, mais c'était pas une menace. C'était pas une menace. C'est son langage. Mais repassez son... Non, je vais vous dire. C'est pas une menace. Non, écoutez, moi, c'est le français qu'on parle. On n'est pas en train de parler le bassa, que peut-être je comprends mieux que la plupart des gens qui sont ici. Lorsque le sous-préfet parlait là, il dit, nous sommes allés infléchir. Ce mot veut dire quelque chose en français. Hein? Ça veut dire quelque chose de précis en français, sauf si nous ne savons plus parler français. Ça veut dire que nous avons changé les comportements et infléchi quelque chose. Et généralement, veut dire qu'on a appliqué une certaine force. Est-ce qu'on a besoin de ça pour compter les citoyens? Vous dites, vous voyez un jeune homme qui se plaint, il n'a pas été payé. Donc, depuis 21 ans qu'on se prépare à faire un recensement, on n'a même pas su organiser le budget, même simplement la gestion financière minimale. Pour remettre les choses en ordre, et surtout dans leur ordre normal, il faut quand même admettre que ces agents recenseurs qui se sont plaints ont immédiatement reçu la réponse qu'il fallait auprès des coordonnateurs qui leur ont fait savoir qu'ils sont désormais inscrits dans le fichier. Non, monsieur. Là c'est le travail du journaliste. Ça ne doit pas se faire. Oui. C'est-à-dire que... Mais c'est pas... Quand on organise une campagne comme ça s'appelle un projet. D'accord? Oui. Un projet a des règles de gestion. J'ai eu la chance d'être payé par le PMI, Progress Management Institute. Ce n'est pas comme ça. Ce genre de choses ne doivent pas arriver. Parce que le minimum, c'est la gestion des approvisionnements, c'est la gestion financière. Comment se fait-il qu'un agent se retrouve sans son dû? Vous avez lancé le projet, vous n'avez pas de ressources. Comment est-ce possible? Ils sont passés de combien? De 13 milliards au début. À combien? Ça a augmenté. Alors, il y a eu donc, quand les gens validaient les 13 milliards, ils n'ont pas su ce qu'ils allaient faire avec 13 milliards. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que les jeunes gars là devaient être payés. Ils n'étaient pas compris dans les 13 milliards. C'est quoi ce délire-là? Mais on gère notre pays comme si on était en train de gérer les choses au quartier. Yambé. La solution? Oui, on sort. En 2008, 3 ans après le dernier recensement au Cameroun, je n'ai pas dit qu'on jetait le chef de mission une mission qui était financée par GTZ à l'époque, qui est devenue GIZ, la coopération allemande, et qui était domiciliée au FECOM. Et ça s'appelait c'était une mission pour constituer une base, l'étude de faisabilité, une base de données monographiques des communes du Cameroun. Les données monographiques d'une commune, ça veut dire tout ce qu'on raconte là, dans ce fameux recensement, plus beaucoup d'autres choses encore qui permettent de constituer au niveau de chaque commune et à tous les niveaux supérieurs, un tableau de bord mis à jour au quotidien et qui permet donc d'avoir des données réelles. Et nous avons fait ce travail. À l'époque, nous avons proposé au gouvernement de mettre 2,5 milliards pour faire cette base de données, pour créer un établissement public administratif qui devait administrer ça. Et nous leur avons, dans les documents que nous leur avons fournis, démontré que cette base de données devait être rentable dans les 3 ans. Et que donc l'État ne finançait que le début. Et après, ça devenait exactement comme une entreprise, ça devait plutôt rapporter de l'argent à l'État. Donc l'État avait énormément de bénéfices là-dedans. L'État avait des données mises à jour de façon très régulière. Je peux encore fournir le document, il existe. Et puis, j'ai dit la coopération allemande. Je n'ai pas dit que la coopération martienne. Donc, on peut aller demander aux Allemands. Ils ont financé ça. Merci, Dr. Et donc, des données mises à jour régulièrement. L'État créait des emplois. L'État, à ce moment-là, devait développer des technologies que nous avons proposées là-dedans qui auraient permis d'avancer et qui auraient été utiles à d'autres choses. L'État donnait aux entreprises une connaissance plus affinée du marché. Et en 5e position, l'État devait à ce moment-là éviter de perdre de l'argent qu'on est en train de perdre là. Et les gens viennent vous raconter que le ministre de l'administration territoriale, qu'est-ce qu'il va faire là-dedans? Merci, Dr. Yambé Ntimba. Et alors, Dr. Basile Etogo, on a vu sur instruction du MINAT, le ministre de l'administration territoriale, les sous-préfets qui sont sur le terrain, question de remobiliser les agents qui, pour la plupart, sont un peu frappés et marqués du sceau du découragement. Mais est-ce que les sous-préfets disposent-ils aujourd'hui, et surtout à date, des moyens humains, de la logistique qu'il faut pour justement prendre la mayonnaise ou du moins changer la donne de ces recensements? Dr. Yambé Ntimba disait sur ce plateau que les sous-préfets n'ont rien à voir avec les opérations de recensement. Non, je n'irai pas sur son chemin. Je pense qu'il est de coutume que lorsqu'il y a un projet et que le projet dans sa mise en implémentation rencontre quelques difficultés, il est de coutume, n'est-ce pas, de faire une évaluation
en mi-chemin pour corriger les manquements qu'on peut observer. Cela va dans le cadre de tous les projets, hein. Ce n'est pas seulement dans le cadre du recensement. Tous les projets ont cette mécanique de pouvoir corriger rectifier le tir. Les difficultés qui sont rencontrées sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'il y a des retours qu'on fait chaque jour, chaque semaine, chaque mois, tout au long du projet. Je pense que l'intervention du MINAT sur la question, c'est dans le but, n'est-ce pas, de mobiliser d'autres ressources en dehors, n'est-ce pas, des ressources techniques, des ressources administratives, qu'est monsieur le sous-préfet, monsieur le préfet et autres, dans le but, n'est-ce pas, de mettre en branle certaines ressources locales, notamment les chefs de quartier, les chefs de bloc. Et parlant justement de ces chefs de quartier, Dr Basile Togo, le constat a été fait sur le terrain. On a l'impression que ces chefs de quartier et villages ne sont pas suffisamment impliqués dans ce processus du décompte. Tenez par exemple, il se dit que les années antérieures, un recensement dans un village pouvait se faire en un jour. Lorsque les crieurs publics entraient en jeu, le chef de quartier passait le message et en un jour, on pouvait le faire. Est-ce que cette mécanique, ce principe peut encore être d'actualité aujourd'hui? Oui, cela peut être d'actualité, puisqu'il suffit juste de mettre les mêmes mécanismes qui ont fonctionné en temps et voir comment est-ce qu'on peut le modifier. Mais j'ai eu l'occasion, n'est-ce pas, de discuter avec certains contrôleurs, certains agents sur le terrain qui m'ont dit que l'une des difficultés, c'est parce que les chefs de quartier, chefs de bloc et autres demandaient une certaine révalorisation au niveau de les prises en compte, et qu'ils ne voulaient pas s'engager tant que tout cela n'était pas clair. Donc je crois que c'est l'une des difficultés qu'ils ont eu sur le terrain. Mais ils m'ont fait comprendre, notamment dans la zone de Douala 4e, que tout l'arrondissement était presque achevé. Mais il y avait quelques manquements au niveau des localités qui étaient très éloignées, dont l'accessibilité était assez difficile, sans citer de manière exhaustive ces quartiers. Nous en connaissons tous, au regard, n'est-ce pas, de manque de routes, manque de moyens de transport, et aussi le découragement de certains agents sur le simple prisme que certains des cartes n'avaient pas encore été épurés, lorsque d'autres agents voyaient leurs cartes complètement épurés. Et l'un des manquements qu'ils ont aussi posé, c'est le fait, n'est-ce pas, des problèmes de réseau, de connexion pour faire passer, parce que les paiements se font uniquement par Orange Money, sans publicité, ou MTN Money. Donc la difficulté, n'est-ce pas, à faire passer ces paiements-là, soit le nom, le numéro n'était pas attribué au nom, soit alors il y avait des numéros erronés. Ce sont les manquements qu'ils m'ont fait comprendre. Mais qu'à cela ne tienne, ils m'ont dit que le délai de 10 jours qui leur a été accordé, il y a toujours un délai supplémentaire de 10 jours, donc 20 jours, qui peuvent terminer valablement, n'est-ce pas, en ce laps de temps-là, cette épreuve de recensement dans leur localité. Plus précisément, moi je parle du cas de Douala 4e. Mais par conséquent, ce que nous devons savoir, c'est qu'au départ, il y a eu un manquement dû à la communication, à la sensibilisation. Alors, qui la faute dans ce cas? Non, je dirais que la faute déjà au niveau des hommes politiques. Parce que vous vous rendez compte qu'avant même que le recensement ne soit lancé, il y a certaines langues qui sortaient déjà dans les médias disant que c'est une manière pour le RDPC de tricher, d'avoir les noms des personnes pour pouvoir les. Et qu'est-ce que vous dites, vous qui êtes du RDPC? Je dis que c'est faux. C'est une activité purement administrative et technique qui n'a rien à voir avec une activité qui est quand même questionnable lorsqu'elle arrive tous les 21 ans. Oui, c'est questionnable. Mais ce sont ces mêmes hommes politiques qui sont allés dans les médias pour décrier le fait que ça devrait normalement se faire après chaque 10 ans. Oui. Mais ils décriaient le fait avait raison. Décriaient le fait que 21 ans après, on n'a pas pu faire un recensement. Mais lorsqu'on lance dans le recensement, au lieu d'accompagner cette activité qui entre, n'est-ce pas, dans la gestion sociale, la gestion quotidienne des êtres humains, ils ont plutôt fait une contre-campagne. Et je vous assure que cela a contribué efficacement, n'est-ce pas, à décourager des gens. Et c'est la raison pour laquelle lorsque les agents recenseurs
selon les témoignages qui m'ont été donnés, arrivaient dans une localité, ils étaient purement et simplement chassés par les populations, disant que tout ce qu'on vous fait là, on connaît déjà, c'est pour aller utiliser mes coordonnées pour autre chose. Non, il est important de dire ici que les éléments de recensement comme le docteur... Pour sortir, docteur Basile Togo, est-ce que ce type de réaction n'est pas la résultante d'une sorte de mariage, de divorce prononcé entre les populations et ceux qui les administrent? Tenez-le ou encore dites-le, prononcez-le comme vous voulez, homme politique. Est-ce qu'il n'y a pas cette cassure, une fracture qui se vit aujourd'hui? Aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a plus du tout de confiance entre les gouvernés et les gouvernants. Non, je crois qu'il faut faire très attention entre le débat politique et le débat citoyen, social. Nous sommes ici dans un cadre social. Les deux vont quand même ensemble. Non, sauf que dans la communication, les gens ont souvent tendance à se mêler les pédales. Parce que la communication politique, elle a un cadre bien déterminé. Elle a une période bien déterminée. Généralement, c'est pendant la campagne. Ici, nous ne sommes pas en campagne. Nous sommes en période préélectorale. Donc, il est important ici de signaler que cette activité n'a rien à voir avec une volonté. Une volonté, n'est-ce pas, de masquer ou bien de tronquer les élections. Parce que les élections, c'est dans les urnes que ça se passe. C'est dans les urnes. Et chaque voix compte pour une seule. Donc, par conséquent, je crois qu'il faut déplacer le débat sur le prisme, n'est-ce pas, de tout ce qui a été dit comme trucage, comme volonté, n'est-ce pas, de tronquer les élections législatives et municipales pour l'implémenter dans le cadre, n'est-ce pas, de ce que le docteur Yann Tiba a dit tout à l'heure, qui sont les politiques publiques pour prendre en compte les populations dans une localité donnée en fonction, n'est-ce pas, des besoins spécifiques en termes hospitaliers, en termes d'éducation, en termes de sécurité. Et je crois qu'il est important pour nous d'appeler les populations vraiment à œuvrer à ce que ce recensement se passe dans de meilleures conditions. Merci. Alors, Samuel Andy, vous êtes homme politique. Nous voulons comprendre avec vous quel peut être l'impact d'un recensement raté, partiellement ou totalement, sur la gestion de l'État. Déjà, avant de prendre votre question en compte, il faudrait que je dise à monsieur féliciter monsieur le docteur Basile Togo. Pourquoi dans une autre vie, certainement, s'il y avait la possibilité, je souhaiterais avoir le courage de ceux qui parlent au nom du RDPC. Ah mais pourquoi vous le dites? Non, parce que lorsqu'on déplace certainement les responsabilités politico-administratives sur l'échec de quelque chose qui est aussi important qu'un comptage de la population pour planifier les politiques publiques dans un avenir proche et à court, à moyen et à long terme, et qu'on se mette à parler des hommes politiques comme ayant été ceux-là qui certainement ont contribué à l'échec, je me dis vraiment il faut avoir du courage. Il faut avoir le courage. Je pense que M. Basile Togo, si vous étiez courageux, vous alliez certainement interpeller votre camarade, le ministre de l'économie, M. Alamine Ousmane Mey, et lui demander de démissionner. Parce que si on n'arrive même pas à assurer quelque chose comme le recensement de la population dans un pays, c'est sous sa responsabilité, c'est son ministère. C'est lui qui dirige le ministère. Est-ce que vous savez que ce recensement, avant même qu'il ne commence, avait déjà raté? Pourquoi vous le dites? Il avait raté tout simplement parce que vous ne pouvez pas faire un recensement aujourd'hui dans une orientation entre guillemets officielle d'une politique de gouvernance de la décentralisation et continuer à forcer à rester dans la déconcentration. Comprenez? Ça veut dire que ces gars ne veulent rien lâcher. L'objectif est, il sera toujours là, leur objectif, le contrôle du budget. Parce que si, je pense qu'il a dit tout à l'heure, moi je ne savais pas qu'ils avaient fait ce type de travail, mais pour quelqu'un qui est aussi lucide, il vous poserait la question, pour un recensement de la population, d'ailleurs qu'on a préparé pendant 21 ans, pourquoi ne pas passer par les communes? Pourquoi ne pas activer ça par la décentralisation? C'est aussi simple. Je dis que c'est aussi simple. Est-ce que quelque part, ça n'aurait pas été plus facile si les maires étaient impliqués? On sait que les agents municipaux devraient justement prendre le taureau par les cornes. Ce sont les gens qui maîtrisent plus leur territoire. Maintenant, oui, on vous parle des chefs de quartier parce qu'ils sont auxiliaires de l'administration territoriale et on aimerait utiliser, comme il a dit, la loi martiale pour aller passer de maison à maison, obliger les gens. Non, il y a une manière d'aborder cette situation. Et je parlerai de la crise de confiance. Il dit... les populations, c'est parce qu'il y a eu un discours de découragement. Non, mais non.
il ne faut pas qu'on ait la mémoire courte. La première crise de confiance vient du fait que le gouvernement, au dernier recensement, n'a pas démontré aux Camerounais qu'un recensement est quelque chose d'important. Le recensement a eu lieu en 2005. Les résultats ont été connus en 2010. 5 ans après. Qu'est-ce qui montre aux populations que, effectivement, l'opération que vous voulez mener est vraiment si utile, si urgent et si important? Qu'est-ce qui peut le démontrer? Puisque vous posez la question ainsi, la première question reste, cependant, est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir les résultats d'un recensement au Cameroun en moins de mois? Effectivement. On fait comment? Mais c'est possible. On fait comment comme comment? Dites-nous. Il faut activer tous les mécanismes qui existent. Les autres font comment? Pourquoi est-ce qu'on a les résultats d'une élection dans d'autres pays avant minuit? Non, pas en 24 heures. Le même jour, quelques heures. Dit que 24 heures, c'est comme si on prenait 24 heures pour faire le décompte. Quelques heures après la fermeture des bureaux de vote, à 18 heures, on a les résultats. Mais c'est tout simplement parce qu'il y a des spécialistes qu'on consulte qui mettent à disposition les mécanismes nécessaires, technologiques et humains pour permettre effectivement qu'on ait ce genre de résultats. Il y a les spécialistes dans ça. Et les Camerounais sont tellement intelligents qu'il y en a qui peuvent le faire. Mais comme on veut contrôler tout, et on ne peut pas laisser que d'autres personnes puissent avoir accès, entre guillemets, à la mangeoire, moi, j'aimerais inviter les Camerounais à exiger un audit par rapport à cette opération. Combien a été déboursé? Combien l'État a mis à disposition? Où est passé cet argent? Et pourquoi ça a échoué? Et que les gens puissent rendre gorge. On ne sait pas encore, on ne peut pas encore se dire. Non, je vous assure, moi qui vous parle, je vous assure, s'il y a un agent recenseur qui m'a consulté, je suis disponible. Qu'il appelle devant vous à l'heure actuelle ou qu'on essaie de vous appeler, de vous faire signe. Je n'ai jamais été recensé. Samuel Andy, nous avons été sur le terrain. Et l'une des informations que nous avons ramenées du terrain, c'est que des agents recenseurs arrivaient dans les maisons. Lorsqu'on ne trouvait pas le chef de famille, on trouvait un répondant qui avait la capacité de pouvoir renseigner sur le ménage, le nombre de personnes, et ainsi de suite, donner les noms, d'ailleurs toutes les filiations. Sauf si mon répondant était mon voisin. Sauf si mon répondant était mon voisin. Mais je veux dire, vraiment, il faut être sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Ce recensement est un échec. C'est un échec parce que il faut juste voir, c'est-à-dire que la méthode de l'administration, après eux-mêmes avoir constaté, l'administration, après avoir constaté que c'est un échec, il faut mobiliser les sous-préfets à la dernière minute. Il faut mettre sur pied un numéro vert. Le numéro vert, c'est pourquoi? C'est pour que les Maliens appellent, les Tchadiens? Pour faire quoi? Est-ce qu'on est sûr des données? Où est-ce qu'on va? À l'heure actuelle, je vous assure, beaucoup de Camerounais n'ont pas été recensés. Les chiffres qui vont sortir de là, si ça reflète, ça ne peut pas refléter la réalité. Donc, en réalité, eux-mêmes, ceux qui nous gouvernent et ceux qui ont engagé cette opération savent déjà que c'est un échec. Sauf si dès la base, leur objectif n'était pas que cette opération réussisse. Bon, là maintenant, je reviens sur l'angle politique. Peut-être qu'ils ne voulaient pas, entre guillemets, que ça puisse réussir pour que les données ne soient pas les vraies données qu'on attend. Et qui pourraient peut-être influencer quand vous ainsi, la prochaine élection ou encore les prochaines élections. Effectivement, tout ça est pourquoi est-ce qu'il y a eu recensement en 2005 et les résultats sont sortis en 2010? Ça, c'est une question qu'on ne pourrait pas répondre sur ce plateau. Et entre-temps, en 2007, il y a eu des élections législatives et municipales, si je me souviens bien. Oui. Donc, vous comprenez très bien que, en réalité, eux-mêmes n'ont pas inspiré confiance que c'est quelque chose d'utile. Maintenant, vous avez posé une question, je vais la répondre très vite. Si vous pouvez encore... Est-ce que ça peut avoir un impact? C'est-à-dire un recensement raté en contexte de décentralisation, est-ce que cela peut avoir un impact sur la gestion du quotidien des populations? Automatiquement. Vous avez aujourd'hui seulement, je parle seulement en termes au niveau scolaire, vous avez des établissements dans certaines zones qui sont censés accueillir une quantité de population, mais qu'en réalité, la demande est plus élevée que ça. C'est juste un petit exemple. On sait que dans tel hôpital de district, il y a peut-être un chirurgien pour peut-être 200 malades, comme ça de manière statistique, mais que sur le terrain, en réalité, la demande est plus que ça. Donc, tout y va. La réussite d'un recensement, c'est pour que l'on puisse avoir les meilleures possibilités d'apporter des solutions concrètes aux populations, aux problèmes des populations, et les apporter effectivement, c'est tout accompagnement qui les permet de vivre à l'aise.
Merci Samuel Andy. Dieudonné Télissé, vous êtes le président du PC-PDC. Alors, cette question du recensement intéresse plus d'un. Et avec vous, nous voulons justement interroger un certain nombre de choses. D'ailleurs, c'était la chute de la question de Andy. Est-ce qu'on peut avoir une réponse ou encore des résultats nets d'un recensement au Cameroun en l'état actuel? Est-ce que nous disposons des moyens technologiques, humains et surtout même intellectuels, pourquoi ne pas le dire, pour pouvoir avoir ces résultats plus 5 ans après, mais peut-être le mois prochain ou alors au lendemain de la fermeture? Bon, Xavier, vous savez, votre émission a une portée didactique. Est-ce que c'est les résultats de ce recensement ou bien c'est la préparation du futur? Si c'est pour ce recensement, c'est échoué, comme on dit au village. Échoué. Vous êtes assez dur là quand même. Non, écoutez, je suis assez réaliste. Vous avez au Cameroun, dans l'organisation territoriale, 12 603 chefferies de 3e degré, 862 chefferies de 2e degré, 80 chefferies supérieures, en attendant la chefferie supérieure Yekaba et Bamvele, 10 régions, 58 départements, 360 arrondissements. Je peux vous assurer qu'en l'espace de 15 jours, au village, nous tous on se connaît. En l'espace de 15 jours, on aurait pu responsabiliser les chefs, qui auraient responsabilisé les chefs de quartier, que l'information serait remontée parce qu'on sait qui sont ceux qui ont construit au village, qui ne vivent pas au village, mais qui vivent plutôt en ville. En ville. Est-ce que c'est une manière d'éviter, par exemple, des doublons? Parce qu'en l'état tel que vous décrivez les choses, on peut avoir quelqu'un qui s'est fait licencier au village et qui se fait licencier en même temps en ville. Non, la plupart du temps, on se connaît tous au village. Je vous ai dit que si on avait procédé par l'utilisation de la répartition territoriale, on n'aurait pas eu assez de difficultés. Maintenant, pour aller beaucoup plus loin, vous avez des mécanismes qui permettent de ne pas avoir des trous d'air dans le programme. Je vous prends un cas simple sur la santé auquel vous faisiez allusion. Si nous avions instauré, par exemple, un pass sanitaire par Camerounais par mois, obligatoire, pour la couverture santé universelle totale, avec prise en charge quand on arrive à l'hôpital, on a expliqué ça plusieurs fois sur votre plateau ici, faire que chaque personne qui est au Cameroun, quel que soit son âge, soit obligée de payer un pass sanitaire de 2000 francs par mois et par Camerounais. Dans les données qu'on a fait par rapport à la présidentielle dernière, on était pratiquement à 30 200 000 Camerounais environ. Fois 2000, ça fait 60 milliards, 400 millions, fois 12 mois, 724 milliards, avec couverture santé universelle totale. Ce qui fait que, avec la couverture santé universelle totale, vous êtes obligé d'avoir la maîtrise de la population parce que vous soyez malade ou pas, vous allez payer parce que la prise en charge est automatique. Oui. Au-delà de ce point particulier, Xavier, il se trouve que tout ce problème se crée parce qu'il y a une crise de confiance entre ceux qui nous gouvernent et nous. Les gens sont allés à l'école du colon de Mamadou Ebineta, croient qu'en restant dans les ministères, on peut, en un coup de baguette magique, prendre une décision et ça s'applique comme c'était la lettre à la poste. Et même à la poste, on a besoin d'enregistrer et de transférer. J'ai regardé un peu les fiches de ces recensements. Vous ne pouvez pas, pour une question aussi importante, concevoir la même fiche pour le département de Vouri que celle du coupé Manangoba. Alors, pourquoi on ne devrait pas le faire? Non, écoutez un peu. Il se trouve que c'est justement cette navigation à vue où ceux qui sont là n'ont pas compris que le développement du territoire ne doit se faire de façon équitable avec des réalités variables en fonction des départements. C'est ça qui fait l'échec. Vous viendrez me parler, par exemple, pour le cas du département du Vouri, où nous sommes. Est-ce que quand on parle d'agriculture dans le département de Vouri, ça a la même force que si on parle d'agriculture dans le département du Cam? Que non. Quand on parle, par exemple, de la question des médecins, ce recensement a des implications assez élevées. Et le fond du problème, c'est que les gars ont passé le temps à faire des emprunts dans les institutions financières internationales, justifiant un certain nombre. Aujourd'hui, la pression est mise pour qu'ils puissent justifier les montants qui sont demandés pour que ce soit au prorata des populations. Et même jusqu'à ce niveau, ils sont venus échouer. Bref, l'apôtre Paul a appelé les sous-préfets à la rescousse. Sauf qu'il ne dit pas au sous-préfet qu'il y a eu 13 milliards plus 6 milliards de francs. On ne sait pas où l'argent est parti. Vous voulez que quelqu'un porte le ballon et l'autre pas jouer avec, c'est pas normal. Donc aujourd'hui, il est important que le recensement se fasse pratiquement tous les mois. Et je soutiens le docteur Yam Tima là-dessus parce qu'avec le pass sanitaire obligatoire par mois de 2000, avec l'instauration de la carte d'identité obligatoire, le passeport, la carte sanitaire, l'extrait de naissance,
à la naissance, 1 mois après la naissance, vous avez l'obligation, également l'interdiction d'inhumer quelqu'un sans acte de décès. Vous avez la possibilité d'avoir une maîtrise de la démographie. Et il y a une autre touche particulière. Parce que voyez-vous, quand on voyage à l'étranger, il faut copier ce qui est bien. Nous avons aujourd'hui au Cameroun nos familles qui vivent dans un système de population assez avancé. Si nous avions réussi à instaurer, par exemple, une allocation familiale pour tous les enfants, allocation avenir jeunesse pour tous les enfants du Cameroun, de 1 mois à 9 ans, de 10 ans à 29 ans, en finançant avec le prélèvement de 2 francs par minute d'appel de connexion, nous aurons la possibilité, ayant dégagé ce pactole, où chaque enfant a 25 000 francs à partir de 1 mois de naissance jusqu'à 9 ans, 100 000 francs de 10 ans à 29 ans, faire que personne ne soit capable de se dérober parce qu'il est obligé de donner le bon chiffre. Étant donné que pour bénéficier de ça, il faut que les données qui sont mises en machine correspondent. Et cet aspect concernant la carte d'identité, le passeport et le pass sanitaire sont assez essentiels parce que je passe sous votre contrôle. En Europe, l'enfant ne peut pas voyager à 3 mois sans carte d'identité. C'est pas possible. Donc, il est important d'avoir une maîtrise de notre fichier et faire que, au lieu que le docteur Basile vienne nous dire que ce sont les hommes politiques qui ont créé l'échec, ne cherchez pas la mauvaise bête chez ceux qui ne sont pas aux affaires. Vous avez tous les leviers au Parlement, dans les communes, au gouvernement. À partir du moment où vous n'êtes plus capable d'apporter des solutions efficaces, il vaut mieux déposer les armes. Déposer les armes. Quand vous ne pouvez plus apporter, franchement, cette question de recensement est en train de nous tourner en risée. J'ai échangé avec beaucoup de camarades à l'étranger. Vous ne pouvez pas aller demander les crédits. Tous les jours, on vous dit qu'on a eu une demande, une autorisation express de lever les fonds sur le marché international. Et les banquiers vous demandent, mais vous prenez de l'argent, c'est pour quelle population? Vous dites, bon, ok, il faut faire le recensement. Et même le recensement, vous venez échouer à Mondio Vision. Le ridicule ne tue pas pour quelqu'un qui n'est pas intelligent, mais déposez avant de vous faire ridiculiser. Parce que voyez-vous, le meilleur danseur, c'est celui qui quitte le plateau lorsque la musique chauffe encore. Parce que si la musique se refroidit, vous risquez de ne plus avoir votre mauvais jeu se cacher. Quand la musique joue encore, vous jonglez, on se dit que bon, ok, quand la musique s'arrête, vous devenez immobile. Donc quittez le plateau le temps que la musique joue encore, à le fait que vous soyez respectés pour l'avenir. Dieudonné Tédissé, alors c'est ce mot qui nous amène à trouver la transition pour parler d'autre chose, notamment la deuxième thématique. Je sais que les esprits veulent encore en reparler, mais malheureusement on est tenu par le temps. On ne peut pas tous dire en un sujet. Et justement, l'une des thématiques également qui a accroché les Camerounais, les téléspectateurs et les auditeurs, sans oublier les internautes, c'est notamment ce court séjour au départ du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui s'est rendu notamment du côté de Genève, c'était le 7 juin. Constitutionnellement, beaucoup de personnes se posent la question de savoir s'il y a vacances ou pas. Et puisque vous aviez la parole, vous la gardez en tant que juriste. Avec vous, nous voulons interroger. Est-ce que juridiquement, à partir de quel moment est-ce qu'on peut parler de vacances, Dieudonné Tédissé? Est-ce que pour le cas d'actualité que nous avons, le président de la République qui passe son 49e jour aujourd'hui hors du Cameroun, est-ce qu'on peut parler de vacances d'emblée? Non, dans le corpus législatif et constitutionnel du Cameroun, il n'y a pas de délai pour les séjours à l'étranger. Malheureusement, ceux qui ont travaillé cette constitution ont fait ça à la façon qu'ils ont fait. On sait que pour qu'on puisse déclarer la vacance, il faut que le président soit inapte pour les causes de maladie, pour les causes de décès, les causes de démission. Or, en l'état, il est parti pour un court séjour privé. Alors, mais court séjour, 49 jours, c'est toujours court? En fait, pour ceux qui ont eu l'occasion d'avoir un passeport, le court séjour va de 1 heure jusqu'à pratiquement 6 mois. Donc, 90 jours, pardon. 90 jours. C'est-à-dire 3 mois. Oui, 3 mois. Et donc, du coup, je voudrais saisir l'opportunité de cette prise de parole pour dénoncer avec beaucoup d'énergie cette mauvaise façon de quitter un palais qui vous a été gracieusement donné pour aller rester en location en Suisse. Vous parlez de quoi? Mais écoutez un peu. Vous ne pouvez pas avoir un palais comme le palais de Toudi, construit avec les moyens des Camerounais, où vous ne payez pas de loyer, vous déménagez pour aller vivre en Suisse et entre-temps, votre équipe de communication crée le mystère
autour de votre situation. Je suis un peu très mal à l'aise lorsqu'on évoque l'âge de quelqu'un, parce que voyez-vous, on n'achète pas ça au marché. Mais ce qui se pose aujourd'hui au Cameroun, c'est un manque de transparence dans la communication publique. Et ce manque de transparence dans la communication publique nous amène à leur indiquer, je l'ai dit tout à l'heure, que le meilleur danseur, c'est celui qui quitte le plateau quand la musique chauffe encore. Or, aujourd'hui, ils n'ont pas compris dans leur parti politique que la gestion du pouvoir, c'était la course du relais. Ça veut dire que je cours avec le témoin. Quand je suis fatigué, je vous passe le témoin. Malheureusement, dans leur dispositif, ils ont conçu le pouvoir comme étant une propriété. Mais justement, dans l'imagerie populaire, il se dit, je ne sais pas si c'est un discours qui ne tient que dans le cadre politique, il se dit, le pouvoir ne se donne pas, il s'arrache. Non. Le pouvoir, c'est un prêt. Le propriétaire du pouvoir, c'est le peuple du Cameroun. Vous voyez qu'il a considéré le pouvoir comme une propriété. La preuve, c'est qu'il est en mode pilotage automatique du Cameroun à l'étranger. Vous n'allez pas dire ça quand même. Les choses fonctionnent au Cameroun. On ne va pas parler de pilotage automatique comme ça. Si ça fonctionne de façon efficace, il y a un décret qui est sorti la dernière fois. On vous a dit que c'était un faux décret. Un autre décret est sorti. On dit que c'était un décret qui est authentique. Vous imaginez que le président est en Suisse. Un décret sort, on dit signé à Yaoundé. Ça sonne dans votre tête comment? Il y a ce qu'on appelle le trust. Le trust on the presidential word. Il y a la confiance dans la parole présidentielle. Vous savez que le président est en Suisse. Entre-temps, vous sortez les décrets, on vous dit faire à Yaoundé. Vous, si vous êtes bénéficiaire ou bien destinataire de ce décret, vous prenez ça au vrai ou bien... Imaginez que tous ceux qui ont des décrets qui étaient en leur défaveur vous disent, nous savons que le président est en Suisse, et vous nous sortez les décrets pour dire que faire à Yaoundé. On n'exécute pas. Vous connaissez la crise institutionnelle que ça va créer? Ça va créer un véritable problème. Donc, il est important qu'ils reviennent ici et que les gens qui publient les décrets permanemment arrêtent un peu. Parce que le Camerounais lambda qui nous écoute, c'est que le président en Suisse. Vous sortez le décret, vous dites faire à Yaoundé. Est-ce que vous le croyez, Xavier? Cette communication est adressée à ceux qui sont à l'initiative de ça et comprenez qu'aujourd'hui, on ne peut pas à ce point dévoyer la fonction présidentielle. Transformer le palais présidentiel en salle de classe, transformer le fauteuil présidentiel en banque présidentielle. Parce que si c'était le fauteuil présidentiel, on aurait attendu que le locataire de ce fauteuil vienne signer ses décrets à Yaoundé. Écrivez signer à Genève. On va vous croire. Mais vous faites des décrets, vous publiez fait à Yaoundé. Pendant ce temps, on se plaint de ce que le locataire est en location à l'hôtel intercontinental. C'est un véritable problème. Dieudonné Tédissé. Alors, Basile Togo, peut-être que vous avez été un tout petit peu visé, parce que là, c'est votre champion qui est au pouvoir. On s'imagine que dans ce propos de Dieudonné Tédissé, vous avez pris des flèches. Mais pour ceux qui nous regardent, on estime quand même que d'un point de vue de la gestion institutionnelle, il y a quand même quelque quoi. Que répondez-vous si on posait la question ainsi? Mon cher Raoul, j'ai la particularité de ne pas être émotif. Oui. Vous êtes froid? Non, je ne suis pas émotif parce que ceux qui surfent sur la base des émotions, c'est pour tromper le peuple. C'est le cas de Dieudonné Tédissé? Je n'ai pas dit que c'est son cas. Je le dis par rapport à ce contexte. Parce qu'il faut déplacer le débat dans le cas de l'émotion pour l'amener dans les véritables enjeux. Le véritable enjeu ici, c'est sur le plan administratif et institutionnel. Oui. C'est là où le débat se situe. Alors, si on reste dans le cadre institutionnel, très bien. 45 jours, 49 jours déjà, bon, beaucoup de personnes qui ont vécu nous ont quand même laissé croire que ce n'est pratiquement jamais arrivé. On se souvient que c'était au 44e jour, le président rentrait pour ne pas traverser la barre des 45 jours. Mais cette fois-ci, 45 jours, est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter? Beaucoup parlent de vacances. Est-ce que c'est un type de choses qu'on peut imaginer? Est-ce qu'on est en droit de s'imaginer comme ça? Avant de répondre de manière pertinente à votre question, je vais leur répondre à cette question. Je l'assume. Il faut dire que le chef de l'État incarne le pouvoir présidentiel. Les Camerounais l'ont élu le 12 octobre dernier. Il incarne le pouvoir présidentiel. Et cela est régi par la Constitution de la République du Cameroun. Il représente l'État partout où il se trouve. Partout où il se trouve. Question pour ceux qui sont à la maison, Dr Basile Togo, vous avez la parole et puis on veut comprendre. Est-ce que dans le monde entier, on peut voir des présidents qui peuvent s'absenter autant? Est-ce qu'il y a quelques exemples qu'on pourrait utiliser pour rassurer les Camerounais de ce que c'est un fait normal? Je ne connais pas les dispositions qui se déroulent dans les autres pays.
moi je reste au Cameroun sur le mien, parce que c'est ça qui m'intéresse. Ce qui se passe ailleurs ne m'intéresse pas. Parce que nous n'avons pas les mêmes lois. Oui. Au Cameroun, la polygamie est autorisée. En France, elle n'est pas autorisée. Donc si on va sur la base des émotions, on va dire mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas accepter que quelqu'un épouse plusieurs femmes, pourtant c'est biblique. En France, ce n'est pas autorisé. Et tu te maries sur le régime de la polygamie en France, tu es condamné à la prison. Et tu as des amendes. Donc par conséquent, moi je reste dans le contexte camerounais. Et lorsque je le dis, le chef d'État incarne le pouvoir présidentiel. Et ce pouvoir présidentiel est représenté partout où il se trouve, qu'il soit à l'intérieur du pays ou hors du pays, il représente le pouvoir présidentiel. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il s'éteint, on parle de vacances. Donc, ça veut dire que tous ses collaborateurs, son gouvernement disparaît avec lui. Aussi longtemps qu'il est en vie, qu'il n'a pas démissionné, comme le dit la Constitution, qui parle de la vacance, généralement l'article 6 alinéa 4, qui parle de la vacance, aussi longtemps qu'il n'a pas démissionné, qu'il n'est pas décédé, et que ce n'est pas un problème permanent, il est chef d'État, là où il se trouve. Et ici, il s'agit d'une absence temporaire. On a bien initié, on a bien vu la correspondance qui détermine la raison pour laquelle il s'est déplacé. Il ne s'est pas déplacé comme un bandit dans la nuit. On sait où il se trouve. Et là où il se trouve, il a pris un certain nombre d'actes qui engagent le Cameroun. Et lorsque certains disent ici que tu ne peux pas prendre un acte à l'extérieur et on voit signer fait à Yaoundé. Mais ça veut dire qu'il ne maîtrise pas le principe de l'extraterritorialité. Dites-nous. Qui dispose que les représentations consulaires, ambassades, consuls à l'extérieur du pays sont une excroissance de l'État du Cameroun. Donc par conséquent, permettez-moi d'avancer. Oui. Nous sommes en démocratie, chacun dit dans son temps de parole. C'est bien de respecter cela. Moi, je l'ai respecté. D'accord? Donc, par conséquent, n'oublions pas que là où il se trouve, il est certainement à l'ambassade. Il travaille là-bas. C'est une excroissance du territoire camerounais. Donc, tous les actes qu'il prend ont lieu pour siège national qui est Yaoundé. Et nous avons vu, dans le cas de l'accord que le président Donald Trump a signé avec l'Iran, alors qu'il se trouvait au sommet du G7 à Paris. Nous avons vu ça engager les États-Unis alors qu'il était loin de la Maison-Blanche, qui est le siège national. Et là, vous acceptez la comparaison. Là, vous êtes revenu à la comparaison. C'est un élément... Et ceux qui sont à la maison, qui sont certainement très attentifs, vont vous dire, est-ce que la comparaison a lieu quand ça vous arrange? Non, c'est un élément que j'ai pris illustratif pour dire que même dans ce cadre-là, on a vu signer à Washington. Parce qu'un chef d'État ne signe pas en mettant une localité externe que le siège national. C'est aussi simple que ça. C'est le b.a.-ba du droit international. Donc, par conséquent, ce que Maître a dit, je suis quand même un peu déçu. Donc, je vais continuer. Vous demandez justement à Maître de prendre les notes. Non, je n'ai pas demandé qui paye les notes. Non, je n'ai pas demandé qui paye les notes. Non, je n'ai pas demandé qui paye les notes. Permettez-moi d'avancer. J'ai un temps de carotte très réduit. Je voudrais avancer. Donc, par conséquent, le chef d'État est en train de travailler pour l'État du Cameroun. Il consulte, il rencontre des personnalités de partout. Je ne veux pas entrer dans les moindres détails parce que je ne suis pas habilité à le faire. Il est un directeur du cabinet civil qui a l'opportunité de communiquer s'il souhaite le faire. Donc, par conséquent, le Cameroun doit savoir que le chef d'État travaille et qu'il va rentrer. Et que tout ce qui est autour de ce problème, parce que c'est un problème que les gens ont suscité, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Vous vous rappelez en 2024? Oui, en 2024, on avait même dit qu'on avait tué combien de fois? 4 fois déjà, en 2024. On avait même les dessins, les photos, les vidéos sont sortis. Donc il faut que les gens arrêtent ça. D'accord? Ne déplacez pas le débat politique sur le débat républicain et administratif ou institutionnel. La démocratie ne se limite pas simplement à faire de la politique marketiste. Non, nous sommes dans un moment où il est important, la communication qu'on doit entretenir, elle doit être basée sur la républicanité. Parce qu'en dehors, n'est-ce pas, du cadre politique qui prévaut lorsqu'il y a une élection, il y a un cadre républicain que tout le monde d'entre nous doit respecter. Donc, je voudrais chuter en disant que... Justement, vous sortez par là? Oui, je voudrais chuter en disant que les gens ne doivent pas être inquiets de ce qui se dit dans les réseaux sociaux. Le chef d'État va très bien.
Et il va tellement bien qu'on n'a pas besoin de communiquer sur sa santé. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème? Parce que justement, le seul État ne s'appartient plus. Il est le père de la nation, comme on pourrait le dire. Et justement, je crois que naturellement, tout enfant qui ne voit pas son père pendant un moment donné, on doit se poser la question. C'est là où je voulais en venir. C'est là où j'ai en venir. Donc il va tellement bien qu'on n'a pas besoin d'en parler. S'il y avait un problème, je vous assure, c'est un sauron. Pas forcément les Camerounais, pas forcément les journalistes camerounais, les journalistes étrangers. Vous diront clairement qu'il y a un problème. Il a déclaré à Mondovision que les journalistes camerounais n'ont pas le droit d'avoir l'information sur le président. Je n'ai pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Oui. J'ai dit si les journalistes camerounais n'ont pas la bonne information, parce qu'ils se trouvent ailleurs, en Suisse, s'ils n'ont pas la bonne information, certainement les journalistes de là-bas auront pu dire que non, il y a quelque chose qui se passe. Mais rien n'a été dit sur ce point-là. Donc par conséquent, je voudrais dire ici que nous sommes dans un cas où les gens voudraient soulever un problème qui n'existait pas. Le problème ici, c'est que le chef d'État s'est déplacé, il est en visite officielle. Et lorsque nous parlons de visite officielle, privée, autant pour moi, lorsque nous parlons de visite privée, d'accord, lorsque nous parlons, non, en visite privée, lorsque nous parlons de visite privée, il n'y a pas eu un nombre de temps déterminé dans la correspondance qui signale son déplacement pour la visite privée. Il n'y a pas un nombre de temps déterminé. D'accord? Donc, souffrons. Je sais que les Camerounais aiment bien le président, parce que c'est aussi l'attitude des enfants qui veulent voir leur père et qui sont inquiets. Mais ne soyez pas inquiets. Permettez-moi de vous rassurer, le chef d'État se porte très bien et qui reviendra très bientôt parmi nous. Merci, docteur Basile Etogo. Alors, Samuel Andy, vous êtes à côté du docteur. Le chef de l'État se porte très bien. Donc, vous, en tant qu'homme politique, certainement, vous vouliez prendre la balle au bon. Est-ce que vous pouvez vous calmer? Parce que le président va bien. Mais justement, avant de répondre à cette question, est-ce que ce séjour prolongé envoie-t-il un message, par exemple, non seulement aux Camerounais eux-mêmes, aux investisseurs, et puis au monde entier? Vous savez, la chute du docteur Basile Etogo, mais lorsqu'il laisse sa parole, c'est la rhétorique portée par le régime depuis le dernier mandat. La rhétorique. Il va bien, il se porte bien. En fait, si on partait résumer l'axe de communication trouvé par ces gars depuis le dernier mandat, c'est « il est vivant ». Comme on pourrait dire pour Jésus-Christ, il est ressuscité. Il revient bientôt. Donc on dirait tout simplement « il est vivant ». Amen. C'est leur axe de communication. Ils vont vous dire le chef de l'État est solide. Il est beau. On va vous dire qu'il a reçu la preuve de ce qu'il est encore prêt pour le travail, c'est qu'il a passé toute une journée aujourd'hui debout, solide comme un homme. On ne dit pas qu'il ne doit pas être solide. Et on va vous dire non, il a reçu, il travaille bien, il est encore apte, il a reçu telle éminence aujourd'hui, tel ambassadeur, tel ainsi de suite. En fait, voilà comment ce régime-là a réussi à orienter le débat sur l'efficacité de l'action présidentielle. C'est-à-dire que lorsqu'on attend que le président de la République ait une activité, pour le cas du Cameroun, avec la complexité aujourd'hui et les exigences, d'une capacité de plus en plus exigeante sur le plan physique, on vous dit plutôt, il a passé une journée au défilé, ça veut dire que c'est encore bon, il peut. Mais c'est ridicule. C'est ridicule. J'ai suivi les sorties des uns et des autres, ministres et membres du RDPC, après le petit boucan sur le fait que le président n'est pas là depuis, dit que non, il est juste. Après la sortie de nos collègues de Jeune Afrique, tout ça, c'est pas vrai, il n'est pas malade, il est en cours séjour privé, tout et tout et tout. Mais est-ce que le président de la République est un robot? Est-ce qu'il ne devrait pas être malade? Que pour accepter qu'il est malade et qu'il prend ses soins, c'est quoi? C'est démontrer qu'il ne peut pas... En même temps, on ne va pas accepter quelque chose qui n'est pas... Non, je veux juste dire... Juste pour accepter. Je veux juste dire dans quoi nous nous sommes retrouvés. En train de débattre sur... Il est vivant... il peut encore marcher, ça veut dire qu'il est encore prêt à gérer, à administrer, à gouverner. Non, on ne devrait pas être dans ce sens-là. C'est un être humain, comme nous tous.
il a le droit de se déplacer, aller se faire soigner, prendre son repos. Je ne sais pas, on a dit la Constitution ne limite pas son nombre de jours à l'étranger. Cela y va de lui et cela a été le choix des Camerounais de le réélire, de le reconduire. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On attend. On attend le jour où il reviendra, on va nous le présenter comme le ressuscité qui est revenu et qui est prêt à travailler. Donc, moi, je dis qu'il fasse des décrets qu'il fait. C'est normal qu'en signant des décrets, que ce soit fait à Yaoundé. C'est le siège des institutions, il ne peut pas faire le décret et signer que fait à Genève. C'est un peu compliqué. Alors, mais justement, et avec ce qu'on a admis dans notre pays, quand même, depuis les 2 mandats aujourd'hui, la délégation de signature, qui est devenue une délégation permanente et continue de signature. Donc, c'est possible que tout ça soit fait. Mais tout ça également, ce sont les Camerounais qui l'ont admis. Et avec ce dernier mandat encore qui lui a été confié, je pense qu'on va encore attendre encore pour longtemps. On dit souvent qu'il est toujours trop... ils chantent souvent qu'encore 7 ans, c'est ça? Peut-être jusqu'à 2050. Ce qu'on se pose quand même comme question, c'est que le Cameroun est-il devenu la risée du monde? Ah, pourquoi vous le dites? Non, on n'allez pas quand même dire ça. On se poserait cette question. Mais est-ce que vous ne regardez pas le visage que nous présentons au monde entier? Le ridicule. Le ridicule, vraiment. Le Cameroun présente une image aujourd'hui qui ne... En réalité, quelqu'un disait de moment quelque part que dans le film des pays, le Cameroun, c'est le Chobadi. Et bien à la fin du film. Oui. C'est-à-dire que on a déjà tout donné au Cameroun comme image. Vous voyez? C'est déplorable. Samuel Andy. C'est déplorable. Et c'est encore plus déplorable. Pourquoi? Parce que c'est encore plus déplorable. Pourquoi? Parce que nos partenaires, les partenaires du Cameroun. Justement, parlant des partenaires, c'est où nous voulions relancer. Est-ce qu'un séjour aussi prolongé, c'est de nature à garantir une certaine confiance vis-à-vis des partenaires et pourquoi pas vis-à-vis du peuple camerounais en lui-même? Écoutez, pour les partenaires, ça les arrange. Pourquoi? Vous pensez que si ces partenaires-là étaient mal à l'aise par rapport à sa situation là-bas, ils seraient encore là-bas? Je ne crois pas. Pour les partenaires, ça les arrange. Ce sont les amis du Cameroun qui ont des accords avec le Cameroun signés par lui, avec tout ce qu'on sait souvent dans les bacs, dans le derrière, le bac-bac qui se passe. On vous a dit demain au niveau du Sénégal qu'on a découvert une dette qu'on ne savait pas que ça existait. Donc il y a des choses que si les partenaires ne sont pas d'accord, vous n'allez pas faire. Lorsque vous êtes chef d'État africain, là on le sait clairement. Mais maintenant, est-ce que on ne doit pas questionner, est-ce que ça impacte sur les Camerounais? Parce que cela amène les partenaires effectivement à comprendre qu'ils ont le jeu libre, le champ libre de faire ce qu'ils peuvent faire. On vous a parlé de près de 44 tonnes d'or qui sont sortis du pays, sans que, on ne sait pas où, c'est ce qui sont sortis du pays sans que personne ne sache, des milliards qui se sont envolés, mais il y a quand même un service de douane, il y a un service de sécurité, il y a tous les mécanismes de faire fonctionner l'État, mais pourquoi cet État ne fonctionne pas? Donc, ce qu'on va dire aux Camerounais, c'est qu'une fois de plus, on est à une période préélectorale et que nous sommes proche du mois de la conclusion des inscriptions sur les listes électorales. Vraiment, une fois de plus, chers Camerounais, allez vous faire inscrire sur les listes électorales. Et pour une fois, ne vous trompez pas de l'objectif. Allez-y voter. Samuel Andy, pour y arriver. Homme politique, communicant du PCRN. Alors, Dr Yambé Ntimba, nous voulons aborder cette question du séjour prolongé du président sous un angle et un axe économique. Et un journal, en l'occurrence All, je crois, un journal dont je vais citer ici, allafrica.fr, qui, dans sa une, disait le président Paul Biya a passé 2600 jours hors du pays en 43 ans. Et lorsque nous tapons la machine, on se rend compte qu'en 43 ans, ça fait 7 ans, 7,6 ans passés à l'extérieur. Est-ce que cela peut avoir un impact sur le plan économique? Est-ce que ça siphonne un tout petit peu, ces visites prolongées, le trésor public? C'est une lapalissade. C'est une lapalissade. Mais je vais dire deux choses qui permettront de mieux répondre à votre question. Oui. Docteur Itogo, non, je crois qu'il ne faut pas dire des choses comme ça. Trump n'était pas en séjour privé en France. Est-ce que vous avez lu le document qui a été signé? Ce n'était pas un acte présidentiel. Ce n'était pas un acte pour la gestion des États-Unis. C'était une convention internationale. C'était un document international. Donc, on ne peut pas comparer
les actes internes, de gestion interne du Cameroun avec des conventions internationales. Si vous faites ce genre de choses, les Camerounais vont commencer à se dire « Ah donc, ils cherchent à nous embrouiller, ils nous manipulent. » Faites pas ça. Et ne prenez pas sur vous la bouillabaisse de vos patrons pour en faire votre problème. Et puis vous déclarez à un moment donné, le président va bien. Si demain il s'avère qu'il ne va pas bien, vous faites comment? Il faut faire attention. Faut pas, je crois qu'il faut peut-être nuancer un peu et dire que les informations qui arrivent disent qu'il va bien. Mais pas vous dire que vous confirmez qu'il va bien. Vous n'êtes pas avec lui. Et c'est ça qu'on reproche au RDPC, de manière générale. C'est-à-dire que les gens ont l'impression qu'ils doivent être les plus extrêmes possibles, les plus radicaux possibles, les plus affirmatifs possibles pour qu'on les croie. Non, pas du tout. Pas du tout. Le document signé entre l'Iran et les États-Unis ne ressemble en rien, ne relève pas du même niveau qu'un décret qui met quelqu'un à la retraite ou qui nomme quelqu'un au Cameroun. C'est pas la même chose. Et le président Trump était en visite officielle, il n'était pas en séjour privé. Donc, on ne peut pas comparer les deux. Si vous commencez à comparer les deux, ça devient un problème. Donc, ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, il ne faut pas dire, vous n'avez pas répondu à la question de journaliste, moi je vais répondre à votre question. La question que vous posez était de savoir, est-ce qu'il y a des exemples, quelque part dans le monde, d'un président qui a mis autant de temps hors de son pays? Vous voyez que je reviens à votre question. Maintenant, sur les 44 ans. Ça n'existe pas. Les seuls moments où on a vu des chefs d'État être aussi loin de leur pays, c'est dans l'Antiquité, quand les rois voyageaient. Non, ils ne voyageaient pas. Laissez d'abord ceux qui voyageaient comme effectivement l'homme Kankan Moussa. Mais c'était quand ils allaient en campagne militaire. Alessandre qui va jusqu'en Perse, Gengis Khan qui part de la Mongolie pour ici. Les rois, je ne sais plus comment il s'appelait, le roi d'Angleterre qui allait à une campagne là-bas lors des croisades à Jérusalem. Ce n'est que ces exemples que nous avons de chefs d'État qui est passé plus d'un temps qui dépassait des semaines ou peut-être au-delà d'un mois hors de leur pays. Donc, attention, ne faisons pas comme si les gens ne connaissent pas l'histoire, comme si les Camerounais sont tellement ignares qu'ils ne se souviendront pas que dans l'histoire, ça n'a jamais eu lieu. C'est une spécificité du Cameroun sous le président actuel, où on a un chef d'État qui peut se retrouver à l'extérieur pendant des semaines et même au-delà d'un mois. Il y a un problème que ça soulève sur le plan économique, effectivement, le coût de ces séjours. Parce que quand on dit, et puis on a un gros problème au Cameroun, quand on dit un séjour privé, c'est payé par qui? Dites-nous. Ah non, c'est pas moi qui dis, c'est pas moi qui suis parti ou c'est pas moi qui gère les finances. Mais c'est lui qui doit quand on dit séjour privé, ça veut dire quelque chose de précis. Ouais. Un séjour privé, ça veut dire que privé emporte tout financement privé. C'est-à-dire que le président devrait s'occuper de ses frais, non le trésor public. Si vous dites que vous êtes en séjour privé, ça veut dire que vous payez vous-même ce séjour-là. Il n'est prévu nulle part, puisque le RDPCM les référence à la Constitution, il n'est prévu nulle part dans la Constitution du Cameroun que le Cameroun paye les séjours privés de qui que ce soit. Vous avez vu ça dans la Constitution, vous? C'est écrit quelque part que les affaires privées de qui que ce soit sont payées, pris en charge par le Trésor public. Mais dans les faits, on peut peut-être voir, c'est juste une digression. On a vu des ministres qui voyageaient pour leur séjour privé, aux frais de l'État, qui prenaient l'avion, les billets d'avion, et puis c'est le gouvernement qui payait, ainsi de suite. Non. Bon, c'était une parenthèse. Non, ce n'était pas une parenthèse. Vous soulevez le problème de fond. Vous apportez des éléments à la question que vous m'avez posée, des éléments de réponse. Quand on dit privé, ce n'est pas public. Or, le trésor, il n'est pas privé, il est public. Et il ne paye pas les choses privées. Le trésor public ne paye pas les factures privées. Donc, si éventuellement, puisque moi, je ne sais pas ce qui se passe là-bas, si le président, dans les 7 ans et demi, sur 44 ans, qu'il a passé à l'extérieur, ça est en cours séjour privé, si les cours séjour privés totalisent une partie de ces 7 ans, ou quel que soit ce que ça représente, si ces cours séjour privés ont été payés sur fonds privés, sur la partie strictement financière, il n'y a pas de problème. Mais si ça a été payé par le Trésor public, ça pose un problème de comptabilité qui est banal. Il faut rembourser. Qui est banal. Vous ne pouvez pas ici, monsieur, vous travaillez ici dans cette chaîne dans ce groupe de médias.
Si vous voulez aller manger avec vos oncles le dimanche, vous allez dire que c'est ce groupe de médias qui va payer? Non. C'est privé. C'est vos affaires à vous. Donc, le patron de la comptabilité ici vous dira, monsieur Long, vous êtes sympa, on aime bien les invités que vous faites venir, votre émission marche très bien, mais vraiment, la nourriture, les affaires de votre... Le seul moyen de financer ça, c'est de sponsoriser quelque chose. Vous avez entendu qu'il y a une demande de sponsoring à l'État du Cameroun? L'État ne fait pas de philanthropie, vous le savez, non? L'État ne fait pas de philanthropie. Tout ce que l'État finance relève de ses missions régaliennes. L'État n'est pas une entreprise qui va dire je vais faire la philanthropie, des choses qui ne me concernent pas. Non, pas du tout. Donc tout ce qui est privé relève du privé. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, le problème que nous avons au Cameroun, c'est lorsque on vous dit la question de l'extraterritorialité, il faut faire attention au concept. Extraterritorialité veut dire quelque chose de très précis. Vous avez déjà vu un ambassadeur camerounais signé fait à Yaoundé? Jamais. Les seuls espaces extraterritoriaux que nous avons, ce sont nos ambassades, nos consulats. Les consulats. Vous comprenez? Mais un consul ou un ambassadeur ne peut pas signer fait à Yaoundé. Alors qu'il est à l'étranger. Vous comprenez? Pourtant, l'ambassade est une excroissance, comme le docteur a dit. Alors, mais il ne peut pas signer fait à Yaoundé. Est-ce qu'à partir de ce moment, les actes signés par le chef de l'État à l'étranger, est-ce qu'il y a problème? Je soulève, je pense que les juristes nous répondront. Les juristes répondront à cette question. Lorsque, prenez dans l'histoire tout ce que, quand il arrive que les chefs d'État signent quoi que ce soit, ils peuvent signer autant qu'ils veulent. Moi, je ne rentre pas. Ce n'est pas le débat que j'ai. Le débat que j'ai, c'est que l'extraterritorialité ne signifie pas que le chef de l'État, partout où il est, peut signer. Déplace la capitale. Il déplace la capitale. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas ce que ça veut dire. Le chef de l'État porte et représente, embody, comment on dit ça en français? Treaty making power. Oui, c'est-à-dire qu'il est le pouvoir, il a le pouvoir de chef d'État. Partout où il est, tant qu'il est dans son mandat. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il pose n'importe quel acte parce qu'il est le président. Et venir nous dire que les hauts responsables de l'État peuvent communiquer s'ils le souhaitent, c'est un gros problème. Mais pas s'ils le souhaitent. Mais c'est pour ça qu'ils sont payés, monsieur. Mais ces types sont payés pour faire ce travail. Donc on ne peut pas dire que le cabinet civil va communiquer s'il le souhaite. Il le souhaite c'est son avis qu'on demande là. Il est payé pour ça. Il est logé par l'État du Cameroun. Il est pris en charge par l'État du Cameroun. Donc c'est son boulot. Vous comprenez? Et si vous dites s'il le souhaite, la question devient, est-ce qu'il a des attributions précises? Est-ce que ce monsieur a des attributions? Est-ce que ce poste a des attributions? Le titulaire de ce poste a des attributions précises? S'il a des attributions précises, ce n'est donc plus une histoire de s'il le souhaite. Oui. C'est une histoire qui est telle que c'est une contrepartie de ce que le pays dépense pour faire fonctionner son poste. Donc il doit communiquer là-dessus. Et moi je crois que ce qui est embarrassant, c'est que le RDPC n'aide pas leur chef. Comment vous le dites? Je le dis parce que moi j'ai lu des gens qui font des références à Aristote, à Sartre, à je crois que c'était Rousseau aussi, quelque chose comme ça. Lorsque vous êtes dans une situation de domination coloniale comme la situation du Cameroun, qui a connu cette domination coloniale de façon formelle, mais qui en même temps se retrouve sous le néocolonialisme, les références à ce genre de personnes sont très délicates. Aristote est le chantre de l'esclavage et de la hiérarchisation dans la société. Et il exclut de la vie publique la grande majorité de la population. Population, on veut dire tous ceux qui vivaient en Grèce à l'époque. Il les exclut pour ne conserver dans ce qu'ils appelaient le monde politique qu'une poignée de personnes, une minorité. À l'époque, on parlait d'à peu près 10% de la population. C'est ça les références de ceux qui dirigent ce pays. Ils considèrent donc que, parce que quand vous vous référez à lui, le message que vous envoyez à ceux qui ont lu Aristote ou à ceux qui connaissent 2-3 choses, c'est que, d'accord, dans ce pays, en fait, tout ce qui est politique concerne une petite poignée de gens dans ce pays. Les autres sont exclus. Donc on peut dire ce qu'on veut. Vous avez pour référent des gens comme Sartre.
Mais Sartre, c'était un dépravé sexuel. Oh là. Non, mais monsieur, je veux pas aller lire. C'est ça le problème des Camerounais. C'est-à-dire qu'on vous dit une chose, au lieu d'aller lire, vous commencez à dire oh là. On va pas. Non, mais je vous explique. Oui, non, mais monsieur, il faut faire les choix. Ça va. Laissez-moi répondre à votre question. Hein. Ça explique les choix. Oui. Ça explique le mode de fonctionnement des gens. C'est-à-dire que les références qu'ils ont indiquent exactement comment ils pensent. Sartre, c'était un dépravé sexuel qui abusait des mineurs, de jeunes femmes mineures. Et vous êtes là, on dit ça, et vous dites, ah oui, il ne faut pas dire ce genre de choses. Si c'est une référence que prennent les gens qui dirigent le pays, comment vous allez prendre ça? On parle de Rousseau. Donc, comme on a abruti les Camerounais en leur disant que Rousseau, le contrat social, machin, on oublie que ce type-là était actionné dans les navires négriers. Voilà un type qui était actionné dans la compagnie des Indes qui venait chercher vos ancêtres ici pour les vendre comme esclaves en Amérique. Et voilà le genre de personnes auxquels ceux qui dirigent le Cameroun se réfèrent. Pourquoi on ne peut pas citer Cheikh Anta Diop? Pourquoi on n'a pas pu citer Mbombo Kodbi Seke? Pourquoi on ne peut pas citer Mongo Betty? Pourquoi c'est Rousseau, un esclavagiste qu'on va signer? On va citer. Pourquoi c'est Sartre, un dépravé sexuel? Pourquoi c'est Aristote, un type qui était un chanteur de l'esclavage? Je réponds en une, je conclus. En 30 secondes. Bien moins que ça. Voilà, allez-y. Vous devez savoir que l'une des raisons pour lesquelles le Cameroun a du mal à obtenir des financements d'un certain niveau, c'est parce que au niveau international, on n'a pas confiance en notre gestion publique. Les gens vont vous dire non, la signature du Cameroun, non, c'est pas une bonne signature quand vous empruntez à des taux qui sont à 2 chiffres, alors que des pays qui ont une dette qui est supérieure à leur PIB empruntent à 2-3%. Vous empruntez dans les taux à 2 chiffres. Ça veut dire, si plus le taux d'intérêt est élevé, plus ça veut dire que ceux qui doivent mettre l'argent à votre disposition manquent de confiance en vous. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes dans cette situation de blocage de notre développement aujourd'hui. Pire, quand ces gens-là se rendent compte que vous n'avez même aucune idée de la population de votre pays, c'est grave. Ça aggrave le risque. Et donc, le président n'a pas été élu. On n'élit pas un chef d'État dans un pays pour qu'il se retrouve à l'étranger. Rien ne justifie ça. On élit un chef d'État pour qu'il dirige le pays dans la maison. Est-ce que vous imaginez un seul instant que les gens nous laissent souvent les référents, le père, machin, c'est pas une question de père. Oui. Le chef d'État n'est le père de personne. Il n'est le papa de personne. Il faut arrêter ça. On infantilise les Camerounais. Ouais, ils aiment le président. Non, c'est leur père. En quoi? C'est le chef de l'État, monsieur. Et à partir du moment, c'est ceux qui le considèrent comme étant le chef de l'État et le président de la République qui le respectent le plus. Tous les gens qui le disent là, le père, le papa, les machins, c'est pas des gens sérieux. En fait, c'est des gens qui veulent le caresser dans le sens du poing et qui demain vont lui planter le couteau dans le cœur. Donc, du coup, il se trouve qu'aujourd'hui, ce que nous devons demander au président, c'est de dire qu'est-ce qui peut expliquer, c'est qu'il nous dise ce qui peut expliquer qu'il passe un temps si important à l'extérieur. Et vous voyez que lorsque les gens ont parlé de vacances, c'est le titre de votre... Une vacance non dite. Vous voyez que la vacance n'est pas un débat d'opinion. La vacance, c'est un acte juridique. Il faut qu'il y ait une institution qui doit constater ça. Sauf que pour que cette institution le constate, il y a quelque chose qui doit le déclencher, ce constat. Et les problèmes que nous avons au Cameroun, c'est entre autres choses que comme les gens manquent de respect au chef de l'État, moi, je parle du chef de l'État, c'est-à-dire de l'institution. Comme les gens manquent de respect parce que malheureusement, cette institution-là, à leurs yeux, représente quelque chose que nous autres, nous ne voyons pas. Parce que nous voyons l'autorité suprême de l'État, quelqu'un qui doit construire le pays, une institution qui doit construire le pays, développer le pays, mettre le pays en sécurité. Et donc, il se trouve que malheureusement, on veut justifier tout et n'importe quoi. Et c'est là où je vous disais tout à l'heure que le président de la République actuelle du Cameroun, qui s'appelle Paul Biya, j'ai parfois l'impression qu'il doit se demander, mais comment est-il entouré? Quel mal, qu'est-ce qu'il y a de si grave qu'est-ce qu'il y a d'important à vouloir justifier une chose que le président ne demande à personne? Les ministres sont là, ont des attributions précises.
ils doivent faire leur travail pour que le pays se porte mieux. Les membres du RDPC n'ont pas à justifier tout et n'importe quoi, au point que le président, devant d'autres chefs d'État, va être mal à l'aise, comme par exemple lorsque le Dr Itogo nous confond un séjour privé et une visite d'État officielle. Lorsque on nous confond une convention internationale et un acte réglementaire interne. C'est suivi, docteur. Merci beaucoup. Alors, je crois que nous n'avons plus que 5 minutes et en 5 minutes, on va rapidement balayer la question. On va prendre justement la place d'un parent. Samuel Andy, la fermeture des écoles au Cameroun, c'est pratiquement un phénomène qui revient tous les ans. On ferme et puis on réouvre quelques temps après sans avoir dit exactement pourquoi est-ce qu'on a fermé. Est-ce que les écoles sont en règle? Est-ce qu'on s'apprête à vivre le même phénomène en septembre, étant donné que la rentrée c'est dans quelques semaines? On a déjà annoncé la fermeture. Je crois que la ministre Naloba Yonga a annoncé la réouverture, c'est-à-dire la fermeture a été annoncée. Est-ce qu'on va encore s'attendre à ce qu'il y ait des ouvertures peut-être entre guillemets aussi clandestines? Le cycle est là, ça recommence. Ceux qui ferment, ce sont ceux qui réouvrent ou qui donnent les autorisations. Les chefs d'établissement ne sont pas quand même des terroristes qui imposent quand même leur rythme de fonctionnement aux autorités. Ce sont les autorités qui sont permissives à ce type de fonctionnement. Ça veut dire que si on a fermé parce qu'il manquait telle ou telle chose, est-ce qu'au moment de rouvrir, on s'est rassuré que tout est clair? Pourquoi on autorise la réouverture alors qu'en réalité les choses ne sont pas claires? Je crois que ce sont des choses que dans un pays, dans un état sérieux et normal, on ne serait même pas en train de débattre. C'est parce qu'on n'a pas la culture de la démission dans notre pays. À un moment donné, je ne sais pas si ce sont les populations qui doivent commencer à exiger la démission de certaines personnes. Forcément. Il y a des choses on prend, par exemple, une liste. Parce que moi, j'ai vu la liste là. Il y a les établissements qui sont dans cette liste, qui sont déjà revenus dans cette question au moins 3 fois. Comment ça se fait? On se pose des questions. Merci Samuel Andy. Alors, Dieudonné Tédissé, vous êtes le président d'un parti politique et on aborde la question avec vous. Est-ce qu'on s'attend à revoir le remake? Est-ce que finalement, ceux qui ont la charge de gérer les établissements font du chantage? À l'approche de chaque rentrée, on veut un peu d'argent. C'est une question qu'on pose. En fait, c'est que les institutionnels dérangent les populations. Parce que pour que vous puissiez créer une école, il y a un cahier des charges qui vous est mis à disposition. Pourquoi ils n'ont pas annoncé ça avant les examens? Parce que le répondant devait être efficace avec les parents. Évitez de créer l'insécurité. Vous allez créer les insécurités juridiques au niveau des actes que le président a pu prendre, déclarant les faux ou les vrais. Évitez de venir encore créer les insécurités juridiques au niveau de notre école. Et il faut indiquer à vos téléspectateurs que le gouvernement ne peut pas, à lui seul, gérer la question de l'éducation. C'est d'ailleurs pourquoi vous voyez que le secteur privé est entré. Nous serions attendus à ce que, au lieu d'être en train de fermer les écoles ou bien créer une école clandestine aujourd'hui, dès qu'on passe mouiller la patte, le lendemain on ouvre, qu'on soit plutôt en train de reposer la question du changement du curricula de formation académique pour former des créateurs de richesse. Parce que franchement, si c'est les écoles qui continuent à nous former, les chercheurs d'emploi, les faiseurs de concours, franchement, ça ne donne pas. Donc, revoyons un peu ça. Asseyons-nous aujourd'hui pour chuter là-dessus. Xavier, notre nation est malade. Nous devons faire les états généraux de la nation à l'effet que nous ne soyons pas en train de signer des décrets à Yaoundé étant en Suisse. Merci. Dieudonné Tédissé. Docteur Basile Itogo, sur la question, un commentaire. Les écoles qui ferment, d'ailleurs, les listes sont là, mais on s'attend à ce que, justement, peut-être ces gens se remettent en ordre et que les écoles soient ouvertes. Parfois, il n'y aura pas une communication sur les écoles qui, finalement, se sont mises en règle et on sera surpris de voir les mêmes écoles dans d'autres listes les années après. Non, l'État est dans un processus de régularisation. Il faut bien contrôler les écoles qui sont en règle. Et celles qui ne sont pas en règle, il faut bien les fermer. Une école peut être en règle au départ, mais après, il y a un certain nombre de modifications qui ont été apportées au sein de l'école, soit pour rajouter le nombre d'effectifs des élèves et qui ne répond pas au cahier des charges. C'est tout ça qui entre dans la régularisation. Et ceux qui se plaignent aujourd'hui que l'État est en train de réguler, ce sont eux qui se plaignent toujours que l'État est laxiste lorsque l'État laisse un certain nombre de choses. Il faut quand même être sérieux, savoir ce qu'on veut. Non, je pense que cela entre dans le cadre réglementaire que c'est ce département ministériel en charge du primaire et du secondaire
font au quotidien. Mais par ailleurs, je voudrais dire que l'éducation au Cameroun a beaucoup évolué. Parce qu'aujourd'hui, je crois que ceux qui envoient même les enfants au privé, c'est pas mimétisme ou bien pas suivisme. Parce que dans chaque quartier aujourd'hui, vous avez pratiquement un lycée qui peut contenir entre 5 000 et 6 000, voire même 10 000, 15 000 Mais beaucoup de personnes feront une autre description de ces lycées. On dira par exemple que ce sont des lycées qui manquent un certain nombre d'éléments de base. Pas de laboratoire, pas de ceci, et parfois même les infrastructures. On a vu des écoles dans certaines régions du Cameroun, je ne vais pas les citer, où c'est pratiquement la paille, sous le soleil ardent, qui abrite les enfants. Oui, mais il faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas se plaindre de ce qu'il n'y ait pas assez de lycées et vouloir que l'État laisse prospérer les écoles qui ne répondent pas à un certain nombre d'exigences. Il y a le besoin de sécuriser déjà des élèves et les permettre, n'est-ce pas, de terminer l'année scolaire sans difficulté. Merci. Il y a aussi cette volonté-là qu'il faut relever. Aujourd'hui, je pense que l'éducation au Cameroun, ce n'est plus l'affaire du riche. Il y a l'éducation au niveau des écoles publiques, qui en a un peu de partout. Si je prends le cas de Daïdo, que je maîtrise bien, il y a au moins 3 ou 4 écoles publiques qui y sont. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que l'éducation est quelque chose qui est à la traîne au Cameroun. Nous sommes passés dans un mécanisme où nous sommes dans la professionnalisation de l'éducation. Et ce sont des éléments comme ça qu'il faut quand même apprécier. Merci, même s'il faut l'avouer, il y a des manquements il faut parfaire ces manquements, mais nous sommes des hommes. Merci. Les hommes sont faits pour faire des erreurs, mais en tout lorsque cas, les erreurs sont constatées, comme il se dit, la perfection n'est pas de ce monde. Il n'existe pas de monde parfait. En une minute, Dr Yambin Timba, la question de la fermeture et la réouverture des écoles, est-ce qu'il peut avoir une certaine transparence? Est-ce que finalement, avant la prochaine rentrée scolaire, on pourra savoir ceux qui se sont mis en règle, ce qu'il leur manquait et finalement renseigner peut-être d'autres personnes à ne pas se retrouver dans cette liste rouge? Vous avez déjà vu la liste des exigences pour ouvrir une école? Jamais. Vous avez déjà vu la liste des exigences? Mais c'est carrément l'ensemble de tous les concours qu'il faut passer pour achever toutes ces études. Mais pourquoi les choses sont si compliquées dans notre pays? Et puis, il y a, pardon, monsieur... Andy Samuel. Mais il a soulevé quelque chose quand nous parlions du recensement, qui était très important. Et monsieur... TDC a dit quelque chose d'autre. Si nous avions le principe de l'identification unique, ça c'est ce que nous disons aux Camerounais depuis plus de 20 ans. Identification unique, dès que vous naissez, vous avez le même numéro d'identification et tous les actes qui suivent, tous les autres actes vont en tenir compte. Ça permet de vous suivre. À partir de là, on peut avoir une idée précise du nombre d'élèves ou d'enfants à scolariser dans notre pays. Aujourd'hui, moi, j'entends le RDPC dire qu'il y a un lycée dans chaque quartier. Mais moi, j'aimerais bien que les gens puissent aller dans le pays profond pour voir ce qu'il y a là-bas. Ils sont où? Quand vous prenez des zones, comme par exemple, vous voyez toute la zone qui est, vous prenez Yassa, Tradex Yassa, toute la zone qui va jusqu'à Dibamba. Quand vous dites combien de lycées, combien d'écoles primaires il y a là-bas? Pourtant, c'est une zone qui a des centaines de milliers de personnes. Il n'y en a pas. Allez là-bas à Lendi. Même pas un lycée technique. Allez-y voir. Non, il ne faut pas. Et là, nous sommes à Douala. Hein. Nous sommes à Douala. Nous ne sommes pas en train de parler de toutes les brousses qu'il y a partout, là où il y a où vous n'avez le seul représentant de l'État que vous avez, c'est l'école primaire qui existait il y a 50 ans. Et ça s'est tellement développé que l'école primaire, là, il n'y a presque plus personne, puis il n'y a que de la paille. Vous prenez la zone de PK, là, il n'y a aucun lycée technique. Etc. Donc c'est pour vous dire quoi? Un pays sérieux ne laisse pas qu'il y ait l'éducation privée ou l'éducation confessionnelle dans ce pays. Il n'y a pas ce genre de choses en Chine. Je prends l'exemple de la Chine, c'est le pays le plus développé. Merci. Dernière chose. Non, c'est fini. Malheureusement. Ah bon, dommage, on n'a pas pu dire. Donc il y a ça en 2 mots. Il faut que l'éducation soit totalement publique. 1. Et puis 2, comme nous ne savons pas combien nous sommes au Cameroun, c'est la raison pour laquelle l'État ne sait pas combien où est-ce qu'il faut mettre les lycées, collèges et les établissements scolaires. 3 sujets qui étaient donc finalement liés les uns aux autres. 3 sujets pour 4 panélistes. Effectivement, 90 minutes pour débattre. On s'imagine que les débats se poursuivront à la maison après l'extinction, notamment de ces caméras et de ces lumières. Mais nous restons fidèles à vous en vous donnant rendez-vous dimanche prochain. Dans le cadre de notre numéro de Accent 237, le débat des esprits libres à dimanche.
Thank you.